Le terme de civilisation s'adresse principalement à des sociétés qui ont vécu dans le passé lointain et qui se caractérisent par principalement une culture commune, ou en tout cas des us et coutumes, parmi lesquels s'inscrit spécifiquement le système social décidé librement entre les personnes, qui consiste en qui peut être de différentes natures, comme par exemple dans la société ou la civilisation minoenne, on ne pratiquait pas du tout le commerce, où les échanges étaient répartis équitablement entre tous ceux qui en avaient besoin en fait. Mais finalement, avec leurs échanges avec d'autres cultures, ils sont arrivés à pratiquer une forme de commerce ou d'échange équivalent. Et c'est ainsi que progressivement le principe du commerce s'est répandu à travers les différentes sociétés qu'il pouvait y avoir sur Terre, qui étaient distantes et sans contact autre que celui du commerce, jusqu'à ce que finalement apparaisse une civilisation globale comme aujourd'hui, où tout le monde participe du même système social, principalement basé sur le commerce. Et et utilisant l'argent, pratiquant un échange pseudo-équivalent. Et bon, voilà ce qui fait une société. Le terme de civilisation, nous on l'utilise, bon, excusez-moi de l'aparté, mais pour les civilisations aliens, qui elles participent d'un système culturel radicalement différent, un système de social radicalement différent, etc. Actuellement, ce terme ne peut pas s'appliquer vraiment honnêtement ici. Donc le terme même de civilisation, c'est pas n'est pas applicable ni pour des sociétés aliens ni pour des particularités terrestres. Donc ce terme était un petit peu désuet jusqu'à récemment. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce terme ressurgit parce qu'il est vraiment question de différentes civilisations. Alors, point à la ligne. Le principal point à noter, c'est que les civilisations sont apparues et ont disparu, les empires naissent et meurent, et ça c'est l'histoire qui le veut, en général en ne laissant absolument rien derrière elle, à part un long désert et un long temps vide, rempli de rien et de petites tribus éparses. Quand la société est complètement détruite, elle se reconstruit ailleurs d'une autre manière, en tentant, on l'espère, d'éviter les erreurs qui ont été faites dans le passé, notamment les erreurs les plus flagrantes et les plus mémorables étant celles qui se produisent au moment de l'effondrement d'une civilisation. Et donc la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de la fin d'un système économique et social qui a été un mode on l'a appelé de globalisation de ce système, de façon à ce qu'il devienne conforme et uniforme dans le monde entier, mais il est arrivé lui-même à ses propres limites, et on arrive à une fin de civilisation qui peut correspondre à la fin d'un empire et la fin d'une humanité quasiment, ou en tout cas il restera peut-être des tribus qui vont se reconstruire plus tard. Mais principalement, la chose à noter, c'est que les civilisations n'ont jamais réussi à franchir le cap d'une évolution et d'une mutation qui lui permettait de résoudre ses problèmes tout en conservant ses principales prémices et puis ce qui fait son unité. Aujourd'hui, la grande question qui se pose donc, c'est ça, c'est qu'on arrive à une époque où il est question de voir si la civilisation terrestre va pouvoir, et on l'espère, réussir sa mutation, passer à l'étage au-dessus, au niveau de la complexité, de la sophistication, du perfectionnement, de l'amélioration. Est-ce qu'elle va pouvoir franchir un cap quantique, du coup, ou alors est-ce qu'elle va être tentée de s'auto-annihiler en disant non, je refuse d'évoluer? C'est vraiment la grande question. Et pour voir ce thème, nous avons récolté très exactement 26 articles ces 12 à 15 derniers jours, parce que ça fait 15 jours qu'on n'a pas fait de petits numéros.
Sachant qu'on publie en moyenne facilement 70 articles par jour, on a dû voir défiler 1 millier d'articles pour retenir au moins ceci sur ce thème. Le thème qui est donc la civilisation, sa mutation, et notamment certains points communs qui apparaissent entre les différents auteurs qui ne se sont pas forcément reconnectés entre eux et mis d'accord sur ce point, mais c'est la mode du moment qui fait que très souvent on apercevra dans les articles qu'on va voir des liens et des rapports historiques entre la période présente et des périodes passées, plus ou moins lointaines. Beaucoup de similitudes en fait qui se retrouvent, parce qu'en fait tout ça c'est la même structure. Même structure évolutive en fait. Tout appartient à un grand champ d'informations et de structures. Alors donc on ne fait que de suivre ces champs. Enfin bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Clac. Surtout que ça va être long, 26 articles quand même. Ils sont tous là, blam blam blam, sous la colonne de gauche. Alors ça c'est juste pour faire la news du jour en passant, hein, parce que quand même ça fait 2 semaines qu'il est paru et puis on n'a pas entendu parler de lui après. 200 mules, 2000 mules, c'était un documentaire sur la fraude électorale aux États-Unis. Bon, une mule c'est une personne qui est payée pour aller poser des tonnes de bulletins sur dans l'espèce de boîte aux lettres qu'ils utilisent pour les votes à distance aux États-Unis. Donc 2000 mules qui font chacun 2000 trucs dans 2000 endroits différents. Tu vois l'ampleur du dégât. Donc c'est vraiment la preuve que les élections étaient hautement, largement truquées et c'était filmé, documenté, statistiquement mesuré, etc. Oh, bref, mais ça c'était juste pour donner un truc. On a 2-3 petites news annexes comme ça, mais bon, c'est en passant. La grande question c'est l'Union économique eurasiatique se renforce ici. On commence par Pepe Escobar et j'espère qu'on arrivera jusqu'au bout de cette très longue vidéo où le dernier article est aussi de Pepe Escobar. C'est pourquoi on va aller assez vite. Principalement ici il nous parle de l'UEE, qui est l'Union économique eurasiatique, et non pas la CEE. Il nous parle de l'ANAC, qu'on ne connaissait pas, donc du coup on a vu que c'était quand même pas mal référent. Et du CELAC, qui est du Mercosur, de l'Union africaine, du BRICS et du BRICS+, du coup qu'on n'a pas en tag, mais bon, il faudra se référer à ça, et de l'OCS. Il nous parle de Glaziev aussi. C'est simplement pour dire en 2 mots, hein, les choses sont en train de se faire. Le point crucial est que d'ici 2025, ils doivent harmoniser leur législation concernant les marchés financiers, et cela est directement lié à ce sur quoi l'organe exécutif de l'UEE, dirigé par Sergueï Glaziev, quand même travaille intensivement. C'est-à-dire concevoir les lignes d'un système financier et économique alternatif à ce que l'Occident préfère appeler le Bretton Woods 3. Parce qu'en fait, l'Occident, pendant son temps, lui aussi essaye de se réformer grâce à ce Bretton Woods 3, mais c'est pas lui qu'on appelle comme ça, c'est pas le nouveau système économique asiatique, eurasiatique du coup. Donc pendant qu'on nous on faisait un forum économique, je sais plus de quoi d'ailleurs, ah oui, mondial, c'est ça, dans notre coin tranquillement. Eux, ils faisaient un forum économique eurasiatique, a été créé, et le Conseil économique suprême de l'Eurasie, dans le but explicite d'approfondir la coopération économique entre les membres de l'UEE. Il n'est donc pas étonnant que le thème officiel du forum ait été l'intégration économique eurasiatique à l'ère des changements mondiaux, nouvelles opportunités d'investissement axées sur les développements stratégiques dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, des transports, de la finance et du numérique. Et surtout du numérique, tu vas voir. C'est pour dire que là, les gens ils travaillent en ce moment, hein, quand même, ils travaillent beaucoup. Ici, ils nous parlaient, alors je crois qu'on l'avait déjà vu dans notre précédent numéro, du BRICS+. Lavrov a déclaré cette semaine que l'Argentine et l'Arabie Saoudite souhaitaient rejoindre les BRICS, etc. J'ai dit qu'on allait vite. Et en plus, ils vont inclure la CELAC, c'est-à-dire l'Amérique latine, et l'Union africaine. Comme ça, tout ça sera relié à cette UEE, dans laquelle il y a déjà l'OCS qui participe à ça. Donc voilà, ça implique tout le monde, et c'est pour dire qu'ils travaillent tous à fond dessus. Dans les différentes questions qu'on va voir, il y a toute
En fait, on va évaluer, quand on parle de guerre des paradigmes, il faut maintenant définir le premier et le deuxième paradigme, et en tout cas la première et la deuxième civilisation, les caractéristiques qui sont les avantages de l'une et qui sont ceux contre quoi combattre la deuxième. C'est toujours intéressant de passer par ce genre d'article. Euh, Comment l'Amérique du 16e, je ne sais pas où c'est, mais ça doit pas être loin, en l'espace d'une journée, devient une terre israélienne. Ce qui est super dans cet article, parce que mine de rien, il est vachement bien. C'est un très très bon article. Alors, il est curieux que la France, en particulier cette mairie du 16e arrondissement, accueille le 31 mai prochain, nous c'est déjà du passé lointain pour nous, une conférence concernant la politique israélienne en Afrique. Parce que notamment, c'est vrai. En deux mots, hein, le gouvernement israélien tente depuis des années d'obtenir le statut d'observateur de l'Union africaine, nanana, normal. Donc ils ont abordé les thèmes de la diplomatie, la technologie, l'agriculture, ok. Le cynisme et l'indignité n'ont plus de limite, alors qu'une crise alimentaire et de l'eau va frapper le continent, voilà maintenant qu'un État criminel et colonial va déverser sur l'Afrique une nourriture artificielle. Et plutôt que de laisser les peuples africains se centrer sur les cultures qui auraient dû leur assurer une souveraineté alimentaire, avant que leur marché ne soit envahi de produits manufacturés et transformés, ou que cela ne soit imposé de cultures vivrières exportées, ce qu'il va faire après, c'est que, en fait, c'était marqué juste avant, la nourriture va devenir la prochaine guerre menée par ce gouvernement, fatigué d'être maltraité par les Nations Unies, une façon pour Israël de gagner et d'acquérir les esprits et les estomacs. Parce qu'en fait, à la base, c'est pour ça qu'il parlait de cynisme, c'est parce que en invitant tous les membres, ils leur ont fait goûter ce qu'ils appellent des nouveaux produits comestibles respectueux de l'environnement. C'était pour dire que à cette réunion, pardon, il y avait la présence de Ramayad, actuellement directrice de l'Atlantic Council. C'est intéressant de le noter quand même parce que c'est un des centres nerveux des réseaux sociaux. Le PDG de Futur Africa, un fonds d'investissement africain, le PDG d'Active Space, le cadre de chez Google d'Israël, et voilà, ainsi de suite. Donc dans cette petite réunion, ils se sont offerts à manger pour célébrer des produits bio, tout en, d'où le fait qu'ils parlent de cynisme, tout en prévoyant d'appliquer et c'est là qu'on en arrive à notre question principale, d'appliquer les techniques coloniales habituelles qui consistent à affamer les populations et à s'accaparer les richesses des pays jusqu'à ce que tout le monde crève, et ça sans pitié. Donc, ils vont le dire mieux que moi, mais bon, la terre africaine suscite bien des envies et des désirs. La Turquie, la Chine, les États-Unis, tout le monde, avec la 34 base Africom, tout le monde s'y intéresse forcément. On marche sur l'or en Afrique, tel qu'ils le disent eux-mêmes. Ainsi, sous prétexte de répondre à de telles problématiques, dont la crise alimentaire et l'eau, Israël profite pour mailler le continent africain de systèmes de sécurité et d'espionnage, même quand il n'y a pas d'ambassade, etc. L'intérêt de cet article, notamment, c'est ça. Ces velléités expansionnistes, sous prétexte de gagner les estomacs africains, obligent les politiques et le peuple africain, mais aussi l'ensemble des afro-descendants, à repenser l'Union africaine, qui ne pourra se réaliser sans la libération de la République d'Haïti, par exemple, mais aussi la libération du peuple palestinien maintenu sous le joug du colonialisme, de l'apartheid israélien, dans lequel il est obligé de vivre puisque la communauté internationale l'a abandonné. Donc les luttes pour l'émancipation et les droits à l'autodétermination, je te le souligne, les luttes pour l'émancipation et le droit à l'autodétermination et à la souveraineté, ça va être notre thème principal, passe par une mise en relation de toutes les luttes. Donc pour Haïti, pour l'Afrique unie, c'est lutter pour l'ensemble des droits inaliénables du peuple palestinien. Donc il y a vraiment un combat au niveau mondial pour la même chose, et donc une culture commune, une recherche d'un objectif commun et surtout très concret, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être défini par d'autres termes, il ne peut pas être
soudoyer, peut pas être transformé en autre chose, on peut pas les leurrer là-dessus. C'est un terme qui est extrêmement solide dans la conscience, donc culturellement très implanté et forcément extrêmement fort en fait. Hein. Il s'agit de autodétermination et souveraineté. C'est la clé de tout. En fait, vraiment, on le dit depuis le début. Et là, on voit donc dans cet article que cette question est vraiment extrêmement critique. Critique, c'est bien le mot. Alors, donc, dans cette époque actuelle, on est dans la série de la guerre contre l'Ukraine et de la Russie. C'est pas vraiment une guerre. Mais dans cet article notamment de Norman Finkelstein, en fait il est interviewé, parce que maintenant il est un petit peu vieux, il aborde une question extrêmement importante, mais c'est une question de droit, sur ce qui justifie l'intervention russe. Alors, bon, bah, il faut le lire, hein, comme le reste, il faut le lire en entier. Moi j'ai pris des notes. Notamment là, hop, excusez-moi, je reviens en haut, et oui. D'abord, en résumé, la question est une question de droit. Pour pouvoir intervenir en Ukraine, la Russie a déclaré l'indépendance ou reconnu l'indépendance des républiques de Donetsk et de Lugansk, ce qui lui a donné l'autorisation, en tout cas la légitimité, d'accepter les demandes et les appels à l'aide de ces pays contre une épuration ethnique qui était programmée, et ce qui lui a permis d'arriver directement sur le territoire et de repousser l'agression militaire, qui en fin de compte participe aussi à ses propres intérêts, puisque lui il ne veut pas non plus voir ce pays se militariser et tomber sous la coupe de l'OTAN, et encore moins se faire envahir par une horde de nazis qui sont spécifiquement russophobes. Et donc la question au niveau légal, c'est est-ce qu'il a le droit de faire ça, puisque c'est quand même une ingérence d'un pays. Le strictement légal, la loi dit que si les républiques de Donetsk et de Lugansk ne sont pas reconnues par l'Ukraine elle-même, alors elles ne sont pas indépendantes. Et donc ça invalide de facto la procédure qui a été mise en œuvre, fut-elle sous l'égide de l'article 59, je crois, des Nations Unies, qui implique l'autodéfense des pays alliés. Et donc l'aide des pays alliés, l'aide qu'on peut accorder aux pays alliés. Bon. Donc il y a une question de droit. À un moment donné même, il y a une question très, très délicate et précise. C'est le moment où la loi au sens strict, appliquée au cas de figure réel, et va à l'encontre de l'esprit de la loi, qui est que si on suit la loi textuellement telle qu'elle est écrite, on laisse faire le génocide. Donc c'est pas faisable. On est obligé d'appliquer une interprétation de la loi, et donc de laisser une latitude à l'interprétation de la loi, de façon à rester fidèle à l'esprit de la loi qui prédomine sur son écriture telle qu'elle est faite. Maintenant, cette latitude dans l'expression de l'interprétation des lois, c'est précisément ce dont s'est servi les États-Unis pour pouvoir intervenir en Libye, en Irak, en Afghanistan, etc. Mais seulement, c'était pas du tout au profit de l'esprit de la loi, c'était simplement en interprétant abusivement les textes de loi. Donc là, il y a quand même une nuance extrêmement frappante dans deux activités qui consistent à interpréter les textes de loi et à tirer au maximum sur leurs limites d'interprétation. Dans un cas, pour commettre des crimes d'accaparement des richesses, et dans un autre cas, pour provoquer une défense, autodéfense contre une menace militaire explicite de génocide. Donc, la question c'est, est-ce que la Russie était légitimement en droit d'intervenir au vu du droit international tel qu'il s'exprime explicitement? Et c'est là que Norman Finkelstein donne une réponse très intéressante. C'est comme si une fois que vous avez grandi dans la vie, vous découvrez que la vie est très peu une question de principe, c'est surtout une question de jugement. Les principes
ne vous mène pas à très loin. Et je me souviens d'avoir reçu cette leçon du professeur Chomsky, qui le dit toujours dans ses thèmes très lucides et simples. Et il m'a dit un jour, Norman, nous savons tous que c'est mal de mentir, mais si je suis un violeur, mais si un violeur frappe à votre porte et vous demande si votre fille est dans la chambre, il y a manifestement un conflit de principes. Voilà la question. Et ça, la question des principes, c'est un moyen de connecter cet article à quelques autres qu'on va voir. On va revenir sur ce terme précis, parce que c'est vraiment très important. Oui, parce que vous savez déjà que ça va nous mener à la question de l'ordre fondé sur les règles. Et on a déjà bien assez rigolé là-dessus, mais on ne s'arrête pas de rigoler là-dessus. Dans cette intervention de Maria Zakharova, il manque un A peut-être, Maria Zakharova, j'ai noté un truc vachement intéressant, je crois, ici. C'est ce qui concerne la viabilité du système occidental, étant donné ses propres pratiques. Voilà, la question c'est, vous allez vite comprendre en fait. À un moment donné, le système occidental se mord la queue, ou en tout cas applique des règles de façon chaotique en fonction des intérêts, et en se prétendant garant de principes, mais de principes qui sont inconnus. Donc on n'a aucune stabilité et compréhension de ce qu'ils font, pourquoi ils le font, hormis le fait que c'est toujours dans leur intérêt. Donc s'il faut commencer à prévoir la stratégie de relations internationales en fonction de ce que les autres vont faire dans leur intérêt mais sans suivre aucune règle, automatiquement cette action est jugée autodestructrice, parce qu'il n'y a aucun moyen tactique de prévoir ce qu'ils vont faire et de savoir comment ils vont réagir. Donc il vaut mieux carrément ne pas du tout interagir avec eux au final, ce qui fait que tous leurs discours et toutes leurs présentations seront de facto voués à l'échec à cause d'eux-mêmes. Donc en l'occurrence, quand elle parle de la confiscation des biens des personnes pour leurs convictions politiques ou autres, représente une violation flagrante des principes de la démocratie et de l'économie de marché, c'est-à-dire toutes les valeurs et les approches fondamentales de l'Occident auxquelles l'Ukraine tente d'adhérer. Ça c'est important, parce que quand on parle d'effondrement de civilisation ou de système, on voit que tout simplement ils ne respectent déjà pas leurs propres lois, c'est sûr, ni les règlements extrêmement puissants comme la charte de l'ONU et les droits de l'homme, ça fait longtemps. En plus ils s'en prévalent, ça c'est pire. Et pour ce qui concerne ce qui est vraiment systémique et fondamental dans le principe du commerce en personne, lui-même, même lui, il est complètement déglingué par les pratiques à but lucratif direct à court terme de ces dirigeants. Et donc ils finissent par renier, et ou en tout cas le système en entier finit par renier ses propres fondements. C'est ça qui est fondamental à comprendre et à voir. C'est un mécanisme structurel d'autodestruction. C'est vraiment macro-systémique, ce qui se passe. C'est quelque chose qui agit sur les gens, et les gens font ce qu'ils trouvent le plus intelligent à faire à ce moment parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, mais quand même ils peuvent rien contrôler de ce qui se passe, parce que le système est en voie d'autodestruction. De toute façon, on est sur un bateau qui coule, tu peux faire ce que tu veux, mettre une bouée, mettre tes trucs à sécher ou quoi que ce soit, le bateau coule. Et encore, l'exemple est très très mauvais, il y aurait eu sûrement un meilleur exemple, j'essaierai d'en trouver un. Elle continue en tout cas avec ce deuxième paragraphe, en ce qui concerne les actifs appartenant à la Fédération de Russie, qui sont actuellement bloqués sur les comptes étrangers. Nous avons souligné à plusieurs reprises que nous considérions ce blocage comme un acte illégitime et destructeur, violant les principes et les normes du droit international et le fonctionnement impartial du système financier international. Il est certain que c'est le début de la destruction du système financier mondial. Elle le dit elle-même, c'est sympa, je ne m'en rappelais plus, mais on est tous d'accord là-dessus. Nous pouvons interpréter de telles actions de la part de l'Occident comme un empiètement flagrant sur la propriété souveraine et un vol pur et simple d'un groupe d'États sur des économies d'un autre.
Cela concerne non seulement les relations interétatiques, mais également celles qui sont privées. Donc même la propriété privée, c'est fini. Et ça, c'est pas une conspiration, un plan ou quoi que ce soit. C'est le fait d'une autodestruction du système. Voilà, en gros, cet ordre qui a été présenté au monde entier en tant que valeur sans alternative, reposait sur des principes de base, le respect de l'inviolabilité de la propriété privée, la liberté d'expression, les fondements libéraux, des relations économiques, tout ça s'est écroulé. Il n'existe plus. Il ne s'agit plus de sanctions unilatérales, mais de piratage du XXIe siècle. Et donc on est vraiment dans un Far West total maintenant. C'est ce qu'elle nous explique. Ensuite, il n'y a plus d'empire. Alors on a parlé de l'Afrique, de la Palestine, d'Haïti, etc. Haïti, ça nous amène sur le continent sud-américain. On fait un petit tour du monde en fait, hein. Et ici, quand on a un article de Vijay Prashad, on s'arrête et on le lit parce que c'est toujours super génial. Notamment ici, il nous parle comment ça s'appelle, du sommet des Amériques, de la doctrine Monroe, et évidemment de l'OEA et ses concurrents, le CELAC, l'UNASUR, ELBA et l'interférence de la CIA. Et en fait, je fais un rapide tour là-dessus, mais parce que ça a été toute une série d'articles, et tout un épisode de l'histoire actuelle, hein, c'est ce qui se passe. En gros, c'est que les pays sud-américains sont sous la coupe des États-Unis, ils ont deux, trois organismes comme l'OEA et puis des réunions périodiques pour faire le tour des objectifs. Tout ça, c'est instillé par les États-Unis et en plus d'être vindicatif et malpoli, ils s'amusent à inviter seulement les gouvernements qui veulent bien, enfin, qu'ils aiment bien. Et le fait qu'il y ait un sommet des Amériques et que le Mexique, non, en tout cas que le Venezuela ne soit pas invité dans le but d'être méchant en fait, a incité le Mexique à refuser d'y aller. Et ensuite, d'autres pays ont boité le pas et ont dit non, mais vous commencez à nous, à nous les briser les bonbons, cette affaire, avec votre sommet des Amériques qui a lieu tous les 4 ans. Ici, Vijay Prashad fait un historique de l'OEA, sa création, ses activités diverses et variées dans narcotrafic notamment. Je ne sais pas s'il parle explicitement de ça. Mais en tout cas, l'OEA a montré sa vraie couleur après la révolution cubaine en 59, nanana, ok. A créé le comité consultatif spécial sur la sécurité contre l'action subversive du communisme international, d'accord, bah ça c'est vraiment de loin, hein, très vieux, mais et plus récemment il y a d'autres trucs, évidemment on se rappelle de la Bolivie, alors il fait tout le tour de tous les événements dans le passé. On a le CELAC qui a été institué par Hugo Chavez justement dans le but de contrer tout ça. Donc le CELAC faisait suite en fait, bah, au début il a créé le ALBA, donc en 2004, Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique. Dès le départ, en 2004, il s'est inscrit dans une révolution, la révolution du socialisme du XXIe siècle, tel qu'il l'appelait. Ensuite, il y a eu l'UNASUR, Union des Nations Sud-Américaines, donc c'est comme une énorme banque, un très beau bâtiment d'ailleurs, super futuriste. Et ensuite, en 2010, la création du CELAC, donc les États d'Amérique latine et des Caraïbes. Toutes ces institutions ont pour objectif d'unifier les pays d'Amérique du Sud au sein d'une architecture commune. Et le terme d'architecture est aussi... ça aussi c'est encore un terme comme civilisation, c'est un terme très important maintenant, qui détermine le système social propre à deux civilisations distinctes. Donc on a de différentes architectures des relations internationales qui se mettent en place. Donc on est obligé de les isoler, de les nommer, et donc on utilise pour ça le terme d'architecture. Notamment dans mes classements, vous aurez noté que le terme architecture, donc utilisé comme thème d'article, n'est plus du tout le même que l'architecture utilisée comme tag. Un tag architecture, ça parle de la vraie architecture, parce qu'on parle de plein de choses ici. Et donc, architecture en tant que thème, ça parle de l'architecture internationale. Il y a souvent la même chose qui se produit pour différents mots, qui ont différentes acceptions selon le champ auquel ils appartiennent. On aura trouvé aussi, par exemple, on aura la BRI qui est en tant qu'organisme, donc la Belt and Road Initiative. Mais si on met la BRI en tant que corporation, ça parlera de la Banque des règlements internationaux. Donc c'est aussi la BRI aussi.
C'est ça qui est difficile dans le classement. Mais voilà, c'est important d'avoir des thèmes bien classés. Donc en gros, sur le sommet des Amériques, ce qui est important à noter pour nous, euh, on va venir à un truc drôle. Voilà, comme je disais sur le OEA, on se rappelle de la Bolivie, du coup d'État, c'était il y a 2 ans, même pas, un truc comme ça, où ils ont chassé Evo Morales, qui est très Morales, et ils ont institué une dictatrice complètement absurde qui a plongé le monde la Bolivie dans le chaos total pour vendre les minerais, notamment le lithium. Et ça, c'était orchestré par l'OEA qui avait fait un, un coup d'État, mais en fait, à coup de déclarations publiques menées par les médias qui sont aux ordres et qui répondent immédiatement. Et donc, aussitôt que ça a eu lieu, le président qui était fraîchement élu, Evo Morales a été fraîchement élu, il devait arriver lundi en disant voilà, victoire, j'ai gagné, c'est super. Au lieu de ça, le dimanche soir, il a pris l'avion, il est parti dans un autre pays parce qu'il s'est dit oh là là, ça. Là, ils vont tous se foutre sur la gueule à cause de ça, alors autant que je parte pour calmer le jeu. Et donc, c'est exactement ce qui était prévu, et ainsi, ils ont posé la dictatrice absurde. Malgré la mainmise de l'OEA sur l'Amérique du Sud, les États-Unis n'ont jamais été en mesure d'imposer pleinement leur programme lors de ces sommets, comme le sommet des Amériques. Lors du 3e sommet à Québec en 2001 et le 4e à Mar del Plata en 2005, les mouvements populaires ont organisé de grandes contre-manifestations. À Mar del Plata, le président vénézuélien Hugo Chavez a pris la tête d'une manifestation massive qui a abouti à l'abandon de l'accord sur la zone de libre-échange des Amériques imposé par les États-Unis. On se rappelle que Hugo Chavez était arrivé, au lieu d'arriver à la réunion en tant qu'invité, il est arrivé en tant que homme citoyen dans la foule qui faisait une contre-manifestation, une manifestation contre ça directement dans la rue, et il est venu se joindre aux manifestants. Et là, ça a été, mais les gens l'ont applaudi, ils étaient heureux. On n'a jamais vu un président aussi populaire et aussi aimé de ces gens. C'est vraiment sûrement ça qui rend jaloux les pontes occidentaux, parce qu'ils ont beau avoir les costumes les plus chers possibles, on n'a qu'une envie, c'est de leur balancer des cailloux, alors que et ils se demandent pourquoi, du coup c'est pas normal, j'ai les meilleurs costards et les gens ils m'aiment pas. Et alors que lui, tout le monde l'adorait parce qu'évidemment il était du côté des manifestants. Il fait non, 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 vous aurez pas notre Amérique. Donc du coup, là où on en est, c'est que le sommet des Amériques, il est dévasté, littéralement, il y a plus personne. Plusieurs pays, dont la Bolivie et le Mexique, ont déclaré qu'ils ne participeraient pas à la réunion si les 35 pays n'étaient pas tous présents. Donc une série d'organisations souverainistes annoncent le sommet populaire pour lutter contre le sommet de l'OEA et amplifier les voix du peuple des Amériques. Et il finit là-dessus. Attends, on n'a pas le temps de faire tout, mais on va quand même prendre le temps de faire des choses. Je ferai ça en plusieurs épisodes du coup. On est qu'au 5e article sur 26. Oh là là. C'est pour dire que progressivement, l'Empire américain est désisté de toutes parts. Hein. Il n'y a pas moyen, il n'y a aucune accroche sur les événements, il n'y a aucune emprise sur ce qui se passe. Tout se délite dans leur. C'est comme du sable qui s'égrène dans leurs mains, quoi. Ils peuvent rien faire. Et bon, voilà, un petit poème. Et ensuite, tout d'un coup, il n'y a plus d'empire. Ces victoires étaient de l'air, ces dominions de la poussière. La Birmanie, le Canada, l'Égypte, l'Afrique, l'Inde, le Soudan. La carte qui avait caché la chemise d'un écolier comme de l'encre rouge sur un buvard, avec ses batailles, ses longs sièges, ses boutres, ses felouks. Station de montagne, avant-poste, drapeau flottant dans le crépuscule, leur égide dorée s'est éteinte avec le soleil couchant. La dernière lueur sur un grand rocher, avec les sikhs turbanés aux yeux de tigre et les fanions du rage, au son d'un clairon sanglotant. Le mec il tout. Bon, et après j'ai fini, hein, je rentre chez moi. C'était mon dernier chant du cygne et voilà comment ça se termine un empire. Le soleil se couche sur l'impérialisme alors que nous émergeons lentement et délicatement dans un monde qui recherche l'égalité plutôt que les subordinations.
Ce petit endroit, écrit Walcott, à propos de Sainte-Lucie, enfin, c'est en rapport à ce qui était écrit avant, ne produit rien d'autre que de la beauté. Ce serait vrai du monde entier si nous pouvions dépasser notre longue histoire moderne de batailles et de sièges, de navires de guerre et d'armes nucléaires. Ah là là, je te fais une césure ici et on continue à l'épisode suivant avec ça.